Salut! Bienvenue sur ma chaîne de Cœur Linat, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui fait beaucoup réfléchir les Africains, qui nous fait beaucoup réfléchir et dont on est toujours en train de chercher les solutions. On va parler de l'énergie électrique. Vous avez bien pensé. Ouais, vous étiez là, vous avez bien réfléchi. On va parler de l'énergie électrique, mais on va surtout parler des sources primaires d'énergie électrique. On va parler des pays africains qui sont leaders dans telle ou telle source d'énergie électrique et on va faire le top 10. On va exposer le top 10 selon la Banque mondiale des 10 pays africains où il y a le plus d'accès à l'énergie électrique. Si ce sont là des thématiques qui vous intéressent, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. L'électricité peut être fabriquée de plusieurs manières différentes. Il existe plusieurs sources d'énergie électrique, des sources déjà regroupées en sources primaires et en sources secondaires. Les sources primaires sont les sources de base, dont on va dire les brutes. Et les sources secondaires, ce sont les usines. Dans les sources primaires, c'est de là qu'on tire l'énergie sous sa forme la plus brute, qui sera transformée, qui sera acheminée vers une usine qui sera considérée comme la source secondaire. C'est de là que l'énergie, je vais dire énergie finie, l'énergie consommée dans nos ménages sera produite et va être acheminée soit dans nos ménages ou dans nos entreprises, etc., etc. Donc, parmi les sources d'énergie primaire, on distingue deux catégories aussi. On a les énergies non renouvelables et les énergies renouvelables. Parmi les énergies non renouvelables, on distingue encore deux sous-catégories. L'énergie nucléaire et les énergies fossiles. Je commence par les énergies fossiles. Les énergies fossiles, ce sont des énergies issues de la décomposition de matières minérales du sous-sol de la Terre pendant des millions et des millions d'années. Donc, ce sont le charbon, le pétrole et le gaz naturel. La combustion de ces éléments dégage une chaleur qui sera transformée en électricité. L'énergie nucléaire, qui est la deuxième forme d'énergie non renouvelable, est issue de l'uranium. L'uranium que l'on retrouve au sous-sol, toujours dans le sous-sol de la Terre. Pourquoi on appelle ces énergies non renouvelables? Justement parce que ce sont des énergies qui sont engrangées dans le sous-sol de la Terre et qui sont limitées en termes de quantité, bien que plus abondantes à certains endroits qu'à d'autres endroits du sous-sol de la Terre, mais limitées. Si on continue d'utiliser le pétrole se fait rare et à un moment, le pétrole finit. Côté des énergies non renouvelables, nous avons les énergies renouvelables. L'énergie hydroélectrique, encore appelée énergie hydraulique, est une énergie cinétique. Elle est la principale source d'énergie renouvelable pour produire de l'électricité. C'est une énergie cinétique, c'est-à-dire qu'elle est obtenue grâce au mouvement de l'eau. Dans le cas de l'énergie hydraulique ou hydroélectrique, l'électricité peut être produite de 4 manières différentes, soit en exploitant l'énergie des vagues, soit grâce à une centrale hydroélectrique qui est le modèle le plus répandu en Afrique, soit en installant une hydrolienne ou encore en créant une centrale marémotrice. L'énergie solaire est une source d'énergie formidable. C'est une source d'énergie fantastique, surtout pour les pays africains parce qu'elle est illimitée, elle est gratuite. Il suffit juste d'avoir des dispositifs adaptés pour exploiter cette énergie divine, je dirais. Cette énergie est issue du rayonnement du soleil qui peut être exploitée de deux manières, par des centrales solaires photovoltaïques et par des centrales solaires thermodynamiques. Les centrales solaires photovoltaïques, c'est l'installation des plaques solaires. Bref, et les centrales thermodynamiques, c'est des installations beaucoup plus complexes qui vont nécessiter des miroirs et des paraboles qui vont condenser la chaleur et l'amener dans une usine où ils vont faire d'autres transformations très complexes. On laisse ça de côté, on avance. À côté de l'énergie solaire et de l'énergie hydroélectrique, on a l'énergie éolienne. Éolien, c'est le vent. L'énergie éolienne est obtenue grâce au vent dont la force est convertie
en électricité grâce à des éoliennes. Rapidement, il existe deux types d'éoliennes, les éoliennes horizontales et les éoliennes verticales. Les éoliennes horizontales qui occupent de grands espaces captent la force des vents vraiment violents et produisent des quantités d'électricité plus fortes. Ils sont généralement placés dans les zones maritimes où il y a des vents vraiment forts. Les éoliennes verticales, quant à elles, captent la force des vents faibles. Ils sont généralement présents dans les zones urbaines, près des habitations. Ils ne font pas assez de bruit, pas de pollution sonore comme les éoliennes horizontales. Et cependant, ils produisent moins d'électricité parce que la force du vent est moins importante. Voilà. L'énergie solaire est l'énergie la moins polluante, la plus douce. À côté de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, on a l'énergie géothermique, thermique, chaleur, donc l'énergie qui provient de la chaleur naturelle de la Terre. Ici, il s'agit de l'énergie issue de la transformation de la chaleur naturelle présente dans le sous-sol de la Terre. Les sous-sols de la Terre contiennent de l'eau à une température très élevée et plus on va en profondeur, plus les températures sont élevées. Pourquoi? Parce que on se rapproche du centre de la Terre, le centre de la Terre qui est un point extrêmement chaud. Par conséquent, donc, on va distinguer la géothermie à basse température et la géothermie à haute température. La géothermie à basse température, c'est une transformation qui va se faire dans des zones peu profondes, généralement destinée au chauffage des maisons, surtout pour les Occidentaux. C'est eux qui ont besoin du chauffage très souvent, destinée à des faibles consommations comme le chauffage des maisons. Par contre, la géothermie à haute température va se faire en zone plus profonde de la Terre, dans des régions plus profondes de la Terre, généralement dans des régions volcaniques, et donc sera destiné à des consommations plus importantes comme l'alimentation des villes, l'alimentation des ménages, des entreprises, des usines, etc., etc. Grosso modo, pour avoir de l'énergie géothermique, de l'électricité par l'énergie géothermique, l'idéal serait de creuser ce forage dans des régions volcaniques où le sous-sol de la Terre est extrêmement chaud, ce qui va permettre de dégager une chaleur énorme et donc de produire de l'électricité. Après l'énergie géothermique, on a la biomasse. La biomasse, c'est quoi? La biomasse, c'est une énergie qui est issue de la transformation des déchets. Dans le cas de la biomasse, les matières organiques ou végétales sont rassemblées et sont transformées en énergie par différents procédés. 3 technologies permettent de convertir la biomasse en énergie électrique, à savoir la combustion. La biomasse génère de la chaleur lorsque elle est brûlée et cette chaleur est recueillie et convertie, transformée en électricité. La méthanisation. Ce procédé correspond au pétrissement, à la décomposition des matières périssables, donc les déchets périssables, ce qui va produire du biogaz. Le biogaz est très important, c'est très intéressant. Il va être capté et va être transformé soit en électricité, soit en carburant pour les véhicules. Petite story, lorsque je faisais mes recherches, j'ai eu à interroger un élève de technique qui étudiait l'électricité et il m'a parlé d'un appareil, le méthanisateur domestique. Il m'a dit ceci, puisqu'on était en train d'échanger et moi j'étais en train d'attirer son attention sur le fait qu'on a beaucoup de problèmes d'énergie en Afrique et que celui qui va trouver la solution, il sera milliardaire. Et il m'a parlé du méthanisateur domestique et j'ai trouvé cela important de dire dans cette vidéo que si l'un d'entre nous venait à fabriquer un méthanisateur domestique adapté aux problèmes africains, c'est-à-dire que au lieu de jeter nos déchets, par exemple de plantain, nos déchets de je sais pas trop quoi, on les regroupe et avec le méthaniseur domestique, avec le méthaniseur domestique, au lieu d'aller salir les rues, à attendre que nos déchets soient vidés,
On regroupe ces déchets, on les met dans notre méthaniseur qui transforme cela en du biogaz. Le biogaz que l'on va stocker chez nous, on va le conserver, soit qui pourra être transformé, soit en électricité, soit nous permettre d'alimenter nos voitures. Vous voyez le futur là comment? Je le vois glorieux. La troisième technologie qui permet de convertir la biomasse en énergie électrique, c'est tout simplement la transformation chimique. Certaines matières végétales peuvent servir à la production de biocarburants. Parmi les 5 formes d'énergie, donc, l'énergie la moins polluante, c'est l'énergie solaire. Les énergies renouvelables sont aussi appelées énergies vertes parce qu'elles sont moins polluantes que les énergies non renouvelables et en plus elles sont intarissables. En fait, elles sont intarissables. Le soleil ne va jamais finir. La chaleur dans le sous-sol de la terre ne va jamais finir. Les déchets, on va toujours produire les déchets. Tout organisme vivant produit des déchets. Les cours d'eau vont toujours continuer à circuler, les fleuves, etc. Il y aura toujours du vent. Le vent ne va jamais finir. Donc, voilà. Énergie renouvelable. Maintenant qu'on a exposé les différentes sources d'énergie primaire électrique, voyons leur répartition à travers le continent africain. Comment est-ce que les pays africains se comportent vis-à-vis de ces sources d'énergie? Comment sont-elles représentées? C'est parti. Ayant été longtemps dépendant des énergies non renouvelables, notamment des énergies fossiles comme le pétrole et le charbon, les pays africains ont décidé d'emprunter la voie de la transition énergétique. Ils passent donc par un virage stratégique matérialisé par le lancement de plusieurs projets solaires, éoliens, hydrauliques, géothermiques. Mais pourquoi il n'y a pas la biomasse? Pourquoi la biomasse est mise de côté alors que on a des ordures qui pourraient être transformées? Point d'interrogation. Donc, on commence avec l'Éthiopie qui est l'un des leaders en termes d'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, plus de 95% de sa production d'électricité provient des installations hydroélectriques. L'Éthiopie figure d'ailleurs parmi les pays dont l'énergie renouvelable représente plus de 90% de la production totale d'énergie. Ce qui est énorme, ce qui est à saluer, ce qui est à féliciter. Résultat, fruit d'une ambitieuse politique verte initiée par Addis Abeba il y a déjà plus d'une décennie. Dans le même temps, l'Éthiopie toujours est en train de finaliser la construction du grand barrage hydroélectrique dans le Nil appelé Grand Renaissance. Il s'agit là d'un gigantesque ouvrage d'un investissement à hauteur de 4,8 milliards de dollars. Les travaux ont été démarrés en 2011 et ils sont achevés à 90%. On est en 2023. Une fois opérationnel, ce géant chef-d'œuvre aura la capacité de produire de l'électricité à hauteur de 6448 MW, ce qui devrait permettre à l'Éthiopie d'être l'un des principaux exportateurs d'énergie électrique de la sous-région. C'est pas génial ça? Mais l'Éthiopie ne se concentre pas uniquement sur l'énergie hydroélectrique, ils ont aussi misé sur le solaire. En janvier 2023, le pays a signé avec le groupe émirati Masdar, spécialisé dans les énergies renouvelables, un accord pour le développement conjoint d'un projet solaire d'une capacité de 500 MW. L'objectif de l'Éthiopie, c'est justement de ne pas mettre tous ses œufs dans un même panier, de diversifier les sources d'énergie. L'énergie veut donc, par cette initiative, augmenter de 10% sa capacité de production d'énergie solaire, déjà estimée à 5589 MW, ce qui est déjà pas mal. À côté de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie solaire, Addis Abeba s'est aussi lancé sur la géothermie, parce que oui, l'Éthiopie est riche en eau, riche en régions montagneuses, vraiment un pays gâté par la nature, comme beaucoup de pays africains d'ailleurs. Donc, ils se sont aussi lancés dans la géothermie avec la construction de 2 centrales géothermiques de 1000 MW chacune. L'une à Touloumoye et l'autre à Korbeti. Je ne sais pas si je vais prononcer avec mon tongue, donc je vais écrire Korbeti.
qui devrait être opérationnel en 2025. La stratégie de l'Éthiopie pourrait être classée meilleur producteur en termes d'énergie électrique d'ici 2025. Après l'Éthiopie, on va rester en Afrique de l'Est avec le Kenya. Le Kenya, comme l'Éthiopie, a 90% d'énergie renouvelable sur son mix énergétique. Au Kenya, les énergies qu'on retrouve le plus sont le solaire, l'éolienne et la géothermie. Le Kenya est d'ailleurs reconnu comme le boss de la géothermie. Cette prouesse est obtenue grâce aux contributions de la centrale éolienne de Turkana, qui est l'un des plus grands parcs éoliens en Afrique. Les centrales solaires, dont celle de Garissa, avec 55 MW, qui alimente plus de 600 000 foyers. La géothermie, cette énergie issue de la terre, dont la chaleur est convertie en électricité, est la spécialité du Kenya. Le Kenya, tenez-vous bien, est le premier producteur d'énergie géothermique en Afrique et le 9e au monde. L'une de ses locomotives de production est donc la centrale de Menenga, j'espère que je prononce bien, située à 180 km au nord-ouest de Nairobi. D'une capacité de 105 MW, elle alimente plus de 300 000 entreprises et plus de 500 000 foyers, dont 70 000 en milieu rural. L'entreprise publique du Kenya, la Kenya Electricity Generating Company, gère plus de 50% de la capacité électrique produite par le Kenya. Et de même, cette entreprise locale, cette entreprise nationale, gère également des projets dans les pays voisins, à savoir le Djibouti, le Rwanda, la RCA et l'Éthiopie. Dans maintenant l'Afrique de l'Est, allons en Afrique australe avec la Namibie. La Namibie construit actuellement des centrales solaires de 500 gigawatts en partenariat avec l'initiative africaine Power Africa, qui étend de plus de 2 millions d'habitants et importe plus de 60% de l'électricité qu'elle consomme. Mais toutefois, elle veut changer de paradigme et elle met sur pied cette centrale solaire. En début du mois de novembre 2022, le gouvernement namibien annonce le lancement d'un projet de création d'une centrale solaire hydrogène, de la toute première centrale solaire hydrogène d'Afrique d'ailleurs, à partir du premier trimestre 2023. À côté de ça, la Namibie compte déjà la première centrale solaire photovoltaïque qu'elle a inaugurée en 2019. Elle compte également 5 projets de centrales solaires en cours de développement, d'une capacité chacune de 25 MW. L'objectif de la Namibie est de porter à 70% la part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique d'ici 2030. Un objectif atteignable dans un pays où le soleil brille en moyenne 10 heures par jour. On quitte l'Afrique australe pour aller au nord de l'Afrique avec le Maroc. Le Maroc est un leader en termes d'énergie en Afrique. On ne saurait évoquer les énergies propres, les énergies vertes en Afrique sans parler du Maroc, bien évidemment. Selon le rapport 2023 Renewable Energy Capacity Statistics, le Maroc a atteint 3727 MW de capacité de production d'énergie électrique en 2023. Rapport de l'Agence internationale des énergies renouvelables. Bien, l'hydroélectrique et le solaire y ont fortement contribué. L'objectif du Maroc est de porter à 52% part des énergies renouvelables dans son mix énergétique. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Angola ne sont pas en reste. Luanda et le Caire ambitionnent de produire respectivement 80% et 50% d'énergie verte dans leur mix énergétique d'ici 2025 et 2040 respectivement. Le Nigeria, le Rwanda, les Seychelles, le Sénégal, l'île Maurice, le Burkina Faso et le Cap-Vert se mettent d'ailleurs au pas. Et la liste est loin d'être exhaustive. Tous sont en train de passer à une énergie verte. 80%, pourquoi pas 100% de l'énergie verte. Le Nigeria a d'ailleurs récemment lancé la construction d'une usine d'une capacité de 50 MW de cellules solaires Agora dans l'état du Nasarawa. Il s'agit là d'un grand projet d'environ 171 millions de dollars américains développé par l'agence nigériane pour les infrastructures scientifiques et techniques en partenariat avec la China Great Wall Industry
Corporation. Une fois opérationnelle, cette usine sera la plus grande usine de production d'énergie photovoltaïque en Afrique. Elle permettra au Nigeria de faire face à la demande locale de panneaux solaires et de contribuer à l'objectif du pays qui est d'installer 10 gigawatts d'énergie solaire à l'horizon 2030. Cette infrastructure permettra également au Nigeria de réduire sa forte dépendance aux énergies fossiles, notamment le pétrole, dont ils sont producteurs et de grands consommateurs également. Et ça va leur permettre d'accroître leur production énergétique quand on sait qu'actuellement seulement 45% de la population a accès à l'électricité. L'Afrique est le continent le moins électrifié du monde. Toutefois, d'énormes disparités s'observent surtout dans le nord du continent. Certains pays jouissent d'un taux d'accès à l'énergie à 100%, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. On voit ça tout de suite. Selon le dernier rapport de Energy Progress Report de la Banque mondiale, l'Afrique du Nord est la région la mieux électrifiée du continent africain, avec 3 pays affichant un taux d'électrification de 100%, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Ça vaut la peine de se répéter. Les 3 pays sont bien évidemment l'Égypte, le Maroc et la Tunisie. On a déjà parlé des 2 premiers. Et la Tunisie. Par la suite, on a l'Algérie, un autre pays d'Afrique du Nord qui affiche un taux d'électrification de 99,8%. Le Gabon, vous serez surpris, le Gabon avec un taux d'électrification de 96,6%. Le Ghana avec un taux d'électrification de 85,9%. L'Afrique du Sud avec un taux d'électrification de 84,4%. Le Botswana 72%, le Kenya 71% et le Sénégal 70%. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvé utile, j'espère que vous l'avez trouvé agréable et instructif. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche de notification pour être toujours au courant lorsque je publierai ces vidéos instructives. Et moi, je vous dis de prendre soin de vous. On est ensemble. Bye bye.